Le face-à-face. Il est 13h04, vous êtes sur Sud Radio avec Perry Colligas et je reçois une personnalité qui n'est pas encore connue nationalement, mais qui mérite de l'être parce qu'il a tout simplement traversé la France à pied. La France de la fracture, la France de la souffrance. Il a intitulé son livre « Le peuple de la frontière ». C'était en 2016, c'était il y a un peu plus de 8 ans. Je reçois Gérald Andrieux qui était directeur adjoint de la rédaction de... Non, il a été ensuite, il était journaliste à Marianne. Il a été remercié par la direction de Marianne de l'époque et il a décidé d'aller voir sur place la réalité du terrain, d'aller rencontrer le peuple français. Il y a des grandes phrases, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Alors on sait que Jean Lassalle avait fait la même chose. Pour des raisons un peu similaires, il y en a avec une conclusion très intéressante. Le professeur Axel Kahn l'avait fait aussi, en traverse, voilà. Il n'y a rien de tel quand on est un journaliste, un politicien, un intellectuel, un universitaire. Les théories, c'est formidable, on en a besoin. La prose est absolument essentielle. Mais d'aller vérifier sur place, c'est encore mieux. D'aller rencontrer les gens, les femmes et les hommes, qui sont les acteurs d'une situation et qui définissent le pays, c'est encore plus formidable. Gérald Andrieux, merci d'être là. Vous rééditez donc en format de poche Le peuple de la frontière qui a été édité aux éditions du Cerf par l'excellent Jean-François Colosimo. Là, on est en version poche. Et le bonheur, c'est que je relis, comme vous l'avez fait vous-même, vous êtes relu pour faire la préface, votre document. Alors, je vous pose la question, lorsque vous avez écrit ce livre en 2017, vu la confirmation de beaucoup de théories et surtout la confirmation de beaucoup de craintes que vous émettez, vous aviez du marc de café ou une boule de cristal pour avoir pu être aussi précis dans ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ce que vous pressentiez? Alors moi je me garde toujours de me présenter comme une Madame Soleil ou une Madame Irma de la chose politique, économique et sociale. Et il se trouve que mon éditeur a eu le culot et la bonne idée de mettre en 4e de couverture une phrase disant peu ou prou vous verrez que ce peuple qu'a rencontré Gérald Andrieux se fera entendre pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et en réalité, évidemment, il s'est fait bien entendre 1 an pile poil après la sortie du livre, au moment du fameux mouvement des Gilets jaunes. Mais moi, je n'imaginais pas que ça prendrait cette ampleur, et d'ailleurs qu'il y aurait une explosion sociale comme celle-là. Il y a prémonition quand même de votre part. Quand vous écrivez en 2017, vous faites des conclusions dont on se doute qu'elles vont aboutir à un moment donné à un phénomène. Alors, en fait, c'est ce que vous avez présenté, c'est l'outil de la marche, et aussi le fait que j'ai choisi un trajet très particulier. J'ai choisi de m'éloigner de Paris et de suivre la frontière terrestre depuis Dunkerque jusqu'à Menton. La frontière Est, hein. La frontière Dunkerque, Est. Menton. Donc suivre la frontière à la fois belge, luxembourgeoise, allemande, suisse et italienne. Pourquoi cet outil de la marche et le fait de marcher le long de la frontière m'a aidé à voir des choses? C'est que j'ai fui Paris, et la plupart des journalistes politiques, en fait, restent avec les responsables politiques, suivent les états-majors pendant une campagne et ne sont jamais finalement auprès de ceux qui doivent décider si oui ou non une personne mérite ou non d'être élue. Et à l'endroit où j'étais pendant ces 5 mois de marche, loin de Paris, le long de la frontière, j'ai compris qu'il y avait, une sorte de malentendu entre ce président qui allait être élu, Emmanuel Macron, que les médias adoraient, que l'intelligentsia adorait, que les autres responsables politiques voyaient comme une sorte de renouveau de la politique, mais les gens que je côtoyais, ou ils ne connaissaient pas du tout Emmanuel Macron, ou alors, quand ils commençaient à le connaître, il y avait une sorte de soupçon. Mais qui est ce mec ? Finalement, qui est ce mec qui ne connaît rien de notre vie, de notre quotidien, qui parle avec des mots qui ne sont pas les nôtres et qui ne se préoccupe pas des problématiques qui sont les nôtres au quotidien. Les problématiques sont assez simples. Vivre dignement. Ce qui était le lot des autres présidents, Giscard d'Estaing, François Mitterrand parlait avec des termes aussi assez, j'allais dire, assez éduqués, assez complexes. Peut-être que Chirac et Sarkozy parlent en des termes un peu plus simples, mais effectivement, le discours officiel politique, vous êtes en train de nous dire, est en rupture de plus en plus forte avec la réalité de ce que vivent les Français. Là, c'est même la rupture même totale avec Emmanuel Macron, parce que vous m'avez cité des présidents. Oui, ils ont été élus présidents, mais avant ça, ils ont été élus, parfois députés, parfois présidents de conseil général, simple maire. Il y avait au moins cet ancrage local, alors que Emmanuel Macron, en 2017, on peut dire que c'est le président des Anywhere. Vous savez, c'est cette thèse de David Goodhart, cet auteur anglais, qui explique qu'il y a des gens qui sont issus d'un territoire, les somewhere, appelle-t-il ça, et les anywhere, qui sont des gens en fait qui flottent au-dessus de la surface de la planète, qui volent en jet privé,
ouvriers qui ne sont attachés à rien, à aucune racine, à aucun principe, qui vivent dans ce que Zygmunt Bauman, qui est un sociologue, appelait la société liquide. Tout est fluide. On est entre l'OVNI et l'extraterrestre, quoi, sur le plan politique. Oui, mais ce qui est le plus étonnant, c'est que ce représentant de la société liquide nous invitait à une forme de fluidité pour le pays. Il fallait se mettre en marche, monter dans le grand train de la modernité, c'est-à-dire la mondialisation, la globalisation, aller de l'avant, aller de l'avant, aller de l'avant. Heureuse. Et un an plus tard, justement, on nous invitait à accélérer, et un an plus tard, il y a Édouard Philippe, qui est son Premier ministre, et qui nous demande de ralentir, puisqu'il faut passer à 80 km/h. Les gens n'ont pas saisi pourquoi ça avait suscité une telle colère. Évidemment qu'on a l'impression que c'est juste un ralentissement de vitesse kilométrique, mais en fait, la force du symbole, même, je veux dire, la gifle symbolique qui est infligée au pays, au moment où on nous dit qu'il faut accélérer et monter dans le grand train de la modernité, on nous dit, bah, vous, avec votre bagnole, puisque vous êtes obligé d'avoir votre bagnole pour aller bosser, mais vous allez ralentir. Et en plus, on va vous rajouter des taxes sur le carburant. Moi, je comprends pourquoi ça a pété un an plus tard. Donc, il est bon pour un homme politique, surtout lorsqu'il veut prétendre à la magistrature suprême, d'avoir un minimum d'enracinement. Pompidou était auvergnat, Mitterrand était très attaché au Morvan et à sa naissance en Charente, Giscard d'Estaing c'était l'Auvergne, Sarkozy, je me souviens, on se moquait un peu de lui en disant c'est que Neuilly, lui il représente Neuilly, mais c'était quand même quelque chose. Et là effectivement avec Emmanuel Macron, on a une déconnexion totale avec finalement votre titre, le peuple de la frontière, et on va pas aller à la conclusion, mais le peuple de la frontière, c'est le peuple français dans sa totalité. Vous ne faites que confirmer de façon pratique, et j'allais dire de façon scientifique, les théories de deux sociologues et géographes, en un premier temps Christophe Guilly, Jérôme Fourquet aujourd'hui. Ils n'ont fait que mettre le doigt sur ce que vous aviez constaté à travers vos... Combien 2000 kilomètres de périple, oui, c'est 3 ça. millions de pas, Dunkerque. Vous avez vraiment longé la frontière. Alors, vous avez longé d'abord la ligne Maginot, presque ce qu'elle représentait. Ensuite, les Alpes, et puis vous arrivez sur la frontière. Que des territoires où il s'est passé quelque chose dans l'histoire et où aujourd'hui, les populations sont confrontées à des réalités, j'allais dire, inimaginables à un moment donné. Des souffrances, des craintes, des angoisses qu'ils n'étaient pas censés avoir il y a 30 ou 40 ans. On m'a souvent demandé pourquoi j'avais pas fait la façade atlantique. Attendez, c'est le tome 2. Oui, bah, peut-être. Mais j'aurais longé la façade atlantique, évidemment que les préoccupations n'auraient pas été les mêmes. Il y a une France de l'Est, une France de l'Ouest. Oui. Une France de l'Ouest qui est une France du ça va pas trop mal. Je dis pas que ça va bien, je dis ça va pas trop mal comparé à la France de l'Est. Et puis cette ouverture sur la mer, souvent les géographes l'expliquent, ça crée des populations bien plus ouvertes. Tandis que quand vous vivez en Alsace, vous savez ce que c'est que l'invasion, vous savez ce que c'est que les drames. Et le long d'une frontière, il y a une culture, une histoire qui s'ancre parfois dans les drames. Et moi, les villes et les villages où je suis passé, c'est les villes du Nord et de l'Est. Et c'est les villes qui ont vécu de plein fouet un autre drame qui n'est pas la guerre, mais qui est une sorte de conséquence de la guerre économique induite notamment par l'Union européenne. C'est la désindustrialisation. Quand vous êtes, par exemple, moi, une ville qui m'est très chère, où je me suis arrêté, et j'en parle à nouveau dans la préface, c'est JV, dans les Ardennes. C'est avec tout la société Célatex. Célatex, c'est une usine incroyable. C'est un symbole dans votre livre. C'est oui, vraiment c'est un symbole. C'est le fleuron, c'est un des fleurons. Mais ça devrait même être le symbole de tous les responsables politiques. En 2000, cette entreprise ferme. C'est une filature qui faisait non pas du fil pour faire des vêtements, mais du fil assez technique. Et vous avez 153 employés qui se retrouvent sur le carreau. Pourquoi c'est symbolique? Parce qu'en 2000, quand ça ferme, la gauche plurielle est au pouvoir. Vous avez Jean-Pierre Chevènement qui est à l'intérieur, Martine Aubry au travail et Dominique Voynet à l'écologie. Et la gauche va exploser sur l'histoire de cette usine. Pourquoi? Parce que pour la première fois, les employés de Célatex vont user d'un moyen pour faire parler d'eux. Ils vont menacer de faire exploser eux-mêmes leur usine. Je me souviens. Et de mettre des produits nocifs dans la Meuse, même. Alors, ils ont menacé, puis ils ont déversé de l'acide, non pas dans la Meuse, mais plutôt un affluent de la Meuse, parce qu'ils avaient quand même conscience de ce qu'ils faisaient, et c'était à dose minimale. À l'époque, c'était moins perçu comme négatif pour l'environnement. Et ils ont réussi à faire parler d'eux, mais... En fait, l'usine a tout de même fermé en 2000. Ils ont eu des indemnisations un peu plus élevées que la normale. Mais quand vous allez sur place, une usine qui employait autant de gens dans une commune de cette taille-là, ça a des répercussions pas simplement symboliques, économiques et sociales, mais même sanitaires. Vous avez des gens qui se sont foutus en l'air. Quand une usine ferme, vous avez des gens qui se foutent en l'air. Votre connaissance, à l'époque, qui s'appelle Nicole, vous écrit et elle vous dit, Gérald, ça y est, c'est fini, c'est fermé. Oui, j'ouvre la préface sur le message qu'elle m'a envoyé il y a quelques mois. Ça y est, l'usine est totalement détruite.
merci d'être venu nous voir. Qui a un message très touchant, et derrière elle me renvoie un deuxième message en me disant et désormais c'est une ferme photovoltaïque à la place. Et on a l'impression que cette phrase elle vient clore. Elle dit tout. C'est une sorte de pierre tombale sur le caveau qui était cette usine. Elle dit tout, c'est un changement total de société. Il faut imaginer que cette dame vit dans une maison juste en face de l'usine qui désormais est détruite, et chaque jour de sa vie, elle a ouvert les volets et elle voyait son usine. Il faut savoir que ses parents y ont vécu. Quand vous êtes dans un grand ensemble comme l'usine de Celatex, ces usines-là, en fait, elles interviennent dans tous les moments de votre vie, du soir au matin, mais même pour les vacances des gamins, l'arbre de Noël, les vacances. C'est une usine qui date du 19e siècle. Le patron de l'époque avait fait construire l'église, il me semble. Vous avez toute la cité ouvrière autour. Les gens vivent dans des maisons ouvrières avec un petit lopin de terre. J'ai le souvenir d'un ouvrier que je croise, il est en train de bêcher. Je lui pose des questions sur Celatex. Il me dit, moi j'y ai passé qu'un an, mais j'ai morflé. Et puis il m'a levé sa chemise, et sous sa chemise, il était balafré parce qu'il était malade, il avait dû être opéré, et il estimait que c'était l'usine qui lui avait fait du mal. Mais en même temps, il aimait cette usine, et il vit toujours à même pas 500 mètres d'elle. Nous sommes avec Gérald Andrieux et nous dissertons sur les souffrances et les désillusions du peuple de la frontière. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. Avec Gérald Andrieux qui publie en collection de poche Le peuple de la frontière, qui raconte c'est pas un périple, puisque périple c'est le tour de la Terre, enfin ce parcours sociologique, géographique et historique parcouru en 2016 de Dunkerque à Menton. Gérald Andrieux a traversé des territoires, on dit territoire justement, on va revenir sur le concept de territoire. Il a traversé des pays avec des gens, des femmes et des hommes qu'il a rencontrés, chez qui il est allé, chez l'habitant, et qui ont témoigné à l'époque, se sont confiés à lui. Et 8 ans plus tard, après cette réédition en collection de poche, dans sa préface, Gérald Andrieux fait le bilan de ces 8 années. Hélas, et il s'en réjouit pas, ce qu'il craignait s'est avéré. Ce document, j'allais dire Gérald Andrieux, c'est un peu le testament de la Macronie. C'est la première homélie funèbre écrite 8 ans avant la mort du personnage. C'est extraordinaire. Il y a une phrase, et je me souviens de votre campagne à l'époque. Il y a une phrase qui me traumatise, mais vous êtes sur France Info. Et un des journalistes qui vous reçoit pour la promo de votre bouquin, mais c'est une situation que nous connaissons beaucoup en ce moment, vous dit, est-ce que vous êtes bien conscient que ce livre va dans le sens, roule pour un certain parti, va faire du bien à une théorie, autrement dit, on vous reproche de prendre le thermomètre et de dire le gamin a 39. On me reprochait de travailler pour ce qui devait être encore le Front National, et qui désormais s'appelle le Rassemblement National, parce que pour cette grande voix du service public, je n'écris pas son nom dans la préface, mais s'intéresser aux villes petites et moyennes, à la France rurale et périphérique, c'était faire le jeu du FN. Alors déjà, moi, ce qui m'amuse, c'est qu'on fait jamais le jeu d'Emmanuel Macron, on fait jamais le jeu du MoDem, on fait jamais le jeu du PS, mais on fait toujours le jeu du FN. Incroyable. Et puis en réalité, moi, je me fous bien de savoir à quoi vont servir mes écrits, s'ils vont être utilisés par des responsables politiques, s'ils le sont, et s'ils sont récupérés par tout le monde, ça me va très bien. Parce que moi, je me suis intéressé non pas à la France qui nécessairement vote RN, je me suis intéressé à la France. Parce que la fameuse France périphérique de Christophe Guilluy, celle que je suis allé voir en suivant la frontière, en fait, on considère que c'est 90% des communes et 60% de la France. De la population. Donc elle est plus périphérique. Non, en fait, la France périphérique, elle est majoritaire, et il faudrait l'appeler juste la France. Alors, le terme de France périphérique est très intéressant parce que Christophe Guilluy a réussi à imposer cette thématique dans le débat public. Donc, il faut le remercier pour ça, parce qu'il a mis un nom sur des gens et des situations. Mais le problème de périphérique, ça laisse entendre que c'est une marge. France périphérique, France un peu à la marge. En réalité, c'est la France... Comme le mot périphérique, qui veut dire à la marge. Oui, alors que c'est la France centrale. En fait, on a bien compris. Il faut le prendre au mot même. Oui. C'est ce qui commence au périphérique qui entoure Paris. Oui. Tout ce qui va au-delà, c'est la France périphérique. Le problème, c'est que c'est 90% de la France. Clairement. Et donc moi, voilà, qu'on s'intéresse à la France des villes petites et moyennes, de la ruralité et la France périphérique, il y a 8 ans, c'était suspicieux. Aujourd'hui, voilà, ce que j'apprécie, c'est que quand même ces thématiques-là sont beaucoup plus présentes dans le débat public. Ah oui.
Elles sont très présentes, mais justement, vous évoquiez le mot de territoire. Elles sont tellement présentes qu'elles sont devenues caricaturales. Tout est territoire. Alors, rien que le mot territoire, ça ne veut rien dire. C'est vraiment le mot de l'énarchie. Il y avait quoi? On trouve province. Alors, province, c'est péjoratif. Région, c'est vague. C'est flou. Mais moi, je reste toujours avec cette idée que c'est la France et c'est des morceaux de France avec des morceaux de français. Voilà. Et que les situations diffèrent d'un endroit à un autre, mais ça reste la France et qu'il faudrait quand même désormais arrêter de parler à des petites populations, à des communautés, à des clientèles, à des clusters, à que sais-je encore. Il faut s'adresser aux Français dans leur entièreté. On dirait des émissions de, vous savez, d'explorateurs ou de missionnaires qui vont voir des populations encore attardées. Voyage en terre inconnue. Voyage en terre inconnue. Le reproche pourrait m'être fait, parce que dire qu'un journaliste qui vit à Paris, oui, je vis à Paris, mais je suis un provincial, mais néanmoins, je suis un journaliste aujourd'hui estampillé parisien. On pourrait considérer que moi aussi, j'ai fait je suis une sorte d'anthropologue, de Claude Lévi-Strauss. Vous êtes originaire d'où, Gérald? Du sud-est de la France. Ouais, du sud-est de la France, en périphérie de Nice, d'une cité dortoir. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a intéressé, c'est que les gens qui parlent de la ruralité de la France périphérique ne la maîtrisent pas très bien. Ils ont toujours l'impression du village paisible, avec le clocher au milieu. En réalité, un des drames de notre pays, c'est que la plupart des communes de ces zones-là sont devenues des cités dortoirs. Et la journée, vous n'y trouvez personne ou presque. Vous n'avez pas les bagnoles puisqu'elles sont plus garées devant les maisons. Elles sont parties avec leurs propriétaires pour aller bosser à 20, 30, 40 ou 50 km de là, et restent dans des maisons des gens qui sont assez âgés, isolés. Et c'est assez triste puisque les gens chez qui je dormais ne savaient pas toujours qui étaient leurs voisins, ce qu'ils faisaient dans la vie. C'est ce qu'on appelle les urbains ou pas tout à fait? Enfin, pas simplement, mais en partie. Parce que ce que décrit Christophe Guilluy est en fait un mécanisme qui est visible sur tout le territoire, c'est que la pression foncière et immobilière est tellement forte dans les villes que les gens n'arrivent plus à se loger et que les gens qui n'ont pas les moyens sont obligés de reculer de plus en plus loin. Et désormais, vous avez à la fois des ruraux qui cohabitent avec des néo-ruraux ou des urbains, et tout ça donne une société en fait qui est atomisée puisque les gens ne se fréquentent pas. Vous n'avez pas de petits commerces, vous n'avez plus de services publics dans beaucoup de communes, et donc il n'y a pas de lieu où se croiser. On est dans une période où on nous parle beaucoup de vivre ensemble, et à chaque fois c'est vu à travers le prisme de la diversité. C'est très bien, hein. Mais le vivre ensemble dans ces territoires-là, il pourrait commencer par juste des endroits où on se croisent ensemble. Et on ne peut pas nouer des solidarités, des liens, créer des échanges quand on se croise simplement dans un rayon de supermarché sous la lumière blafarde d'un rayon surgelé entre deux poissons panés et 3 sachets de frites. Donc le fait d'aller le constater, d'aller sur place, sur le terrain, autrement dit le fait d'aller rechercher le réel, de le décrypter, c'est faire le jeu du Rassemblement national, de l'extrême droite, des racistes et des xénophobes. C'est-à-dire, si vous donnez le nom du mal, si vous définissez ce qui est à l'origine de la fracture sociale, et si vous laissez parler ces gens qui sont en souffrance, qui s'expriment avec leur cœur, qui sont pas plus de gauche ou de droite, c'est des gens qui peut-être ont voté communiste ou socialiste très longtemps, qui ont voté à gauche, qui aujourd'hui votent pour le Rassemblement national ou d'autres partis, vous faites le jeu de l'extrémisme. C'est ça que nos médias aujourd'hui, je vais les appeler médias officiels et bien pensants, on voit très bien à quoi je pense, mais aujourd'hui c'est quand même la norme. Alors, je pense qu'il y a une vision caricaturale et caricaturée de ces territoires-là, parce que d'une part, ça n'est pas une France blanche. Ça n'est pas une France qui n'accueillerait que des gens qui ont peu de moyens. En fait, c'est une France qui est aussi diverse sur le plan ethnique, religieux, culturel et même économique et social. Puis c'est une France qui vote pour tous les partis, avec, vous avez raison, une surreprésentation du vote RN. Mais moi, ce qui m'alarme plus que le vote RN, parce qu'on peut considérer que c'est encore un vote, hein, ça va m'être reproché peut-être cette phrase, mais quand on vote pour le RN, ça veut dire qu'on croit encore en la politique. Mais moi, ce qui m'inquiète véritablement, c'est les gens qui n'y croient plus, c'est les gens qui ont fait sécession civique. C'est les gens pour qui la chose publique n'a plus aucun intérêt. Et ça prend des proportions dingues. C'est-à-dire que quand on ne connaît pas son voisin, quand on n'a pas d'endroit où se croiser, quand on n'est pas engagé, quand on n'est pas dans une association, quand on ne fréquente personne et qu'on fait juste des trajets de son domicile jusqu'à son boulot qui est à 30 ou 40, 50 km, comment voulez-vous que ça crée du lien? Et ça, c'est inquiétant, cette sécession civique. Vous avez aussi de l'autre côté de l'échiquier politique la France insoumise pour exprimer ce genre de souffrance, où ce n'est pas tout à fait la même. Alors le problème de la France insoumise, c'est que, un peu comme Emmanuel Macron, j'écris dans ma préface que c'est comme pour Picasso, il y a une période bleue, une période rose. Emmanuel Macron, des débuts, ça n'est plus totalement le même qu'aujourd'hui. Et la France insoumise, je veux dire, le discours de Jean-Luc Mélenchon, qui à une époque tenait un discours qu'on pourra qualifier de populiste de gauche, pouvait s'adresser à cette partie-là du pays, mais ça remonte à longtemps. Et aujourd'hui, le penchant, ou plutôt la ligne choisie par la France insoumise et son sans doute futur candidat à la présidentielle, qui est Jean-Luc Mélenchon, c'est un
un discours et une orientation qui ne rencontrera aucun écho dans cette partie-là du pays. Ou au contraire, qui peut choquer. Mais oui, évidemment, qui peut choquer, parce que sur les questions culturelles et identitaires, parce qu'il faut bien le dire, cette région, enfin ces régions que j'ai traversées, elles souffrent de 3 insécurités. L'insécurité classique, qu'on connaît, puisque quand on est dans des zones où l'habitat comme ça est individuel, il y a une sorte de prévalence pour le cambriolage. Donc c'est l'insécurité classique, les incivilités qu'on connaît tous. La deuxième insécurité, je l'évoquais précédemment, c'est l'insécurité économique. Si on perd son boulot, il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'usines, il n'y a pas beaucoup d'employeurs, et donc on a la trouille de perdre son boulot. L'insécurité économique. Et la dernière, c'est l'insécurité culturelle. Les gens que j'ai croisés ne reconnaissent plus totalement leur pays, alors notamment sous l'effet de l'immigration, mais pas seulement. C'est simplement que le pays change, s'accélère, sous les coups de boutoir aussi, il faut bien le dire, de la mondialisation et de la globalisation. Et cette insécurité culturelle, ils la vivent pleinement. Quand vous arrivez à Montgilbert, je parle en 2016-2017, c'est dans la Maurienne, c'est près d'Albertville. Les 2 personnes qui vous rencontrent vous disent: en France, il y a 2 fléaux, les fonctionnaires et l'immigration. Je m'étais toujours promis de voter pour celui qui affirmerait vouloir s'occuper de ces 2 sujets. Voilà quelques minutes seulement que je suis arrivé chez André et Colette dans leur maison impeccable, à l'intérieur tout de bois clair. La tête me tourne un peu, un voile noir me passe par 2 fois devant les yeux, il me faut me rasseoir. Pourquoi vous avez cette sensation Alors c'est pas tant pour les mots qu'ils me disent, parce que venant du Sud-Est, moi je suis habitué au discours politique un peu rugueux. En l'occurrence, ce jour-là, j'ai remonté la vallée de la Maurienne, il faisait extrêmement chaud, ça faisait déjà pas mal de kilomètres que je marchais, et je suis arrivé avec un petit coup de chaud, et donc ce ne sont pas leurs mots, parce que moi je suis de ces journalistes qui ne veulent surtout pas juger les propos qui leur sont tenus. Je trouve que le drame de ma corporation, c'est d'avoir un regard moralisateur sur les choses. Alors que l'essence de notre métier, c'est de voir et tout voir, d'entendre et tout entendre, et surtout, une fois qu'on a entendu, de retranscrire et de tout retranscrire, en mettant à distance. De ne pas sélectionner les mots qui fâchent et les mots qui fâchent pas. Non, je ne crois pas du tout à l'objectivité. C'est une vaste fumisterie. La neutralité. La neutralité, ça n'existe pas. Nous sommes tous le fruit d'une histoire, d'une éducation. Ça n'est pas possible. Vous-même, Perico, face à un événement, vous n'aurez pas la même lecture que moi. Donc je ne crois pas à l'objectivité. Mais la subjectivité, pour un journaliste, elle doit se conjuguer avec une honnêteté intellectuelle qui consiste à tout voir et tout raconter et tout dire, sans jugement aucun. Nous sommes avec Gérald Andrieux, qui a parcouru la France de l'Est à pied, de Dunkerque à Menton, 3 millions de pas. 3 millions de pas et une somme de témoignages gigantesque. Vous nous retrouvez sur Sud Radio. Il faut l'appeler. Vous appelez Gilles Galasso au 0826 300 300. Posez des questions à Gérald Andrieux, parce que vous faites certainement partie des gens qu'il aurait pu rencontrer, qu'il aurait pu croiser, et auprès desquels il a recueilli des témoignages dont, j'allais dire, l'inquiétude, dont la perspicacité et dont la colère s'avèrent aujourd'hui être des réalités qui définissent notre vie politique. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes sur Sud Radio, il est 13h33 avec Perico Légas qui reçoit Gérald Andrieux, auteur Le Peuple de la Frontière. On va revenir sur ce thème, Gérald Andrieux, Le Peuple de la Frontière. Il est la conclusion de votre voyage pédestre en 2016-2017 de Dunkerque à Menton. Vous êtes allé à la rencontre des Françaises et des Français en traversant, j'allais dire, des territoires, des régions confrontés à la mondialisation, destruction du réseau économique, disparition de l'industrie, enfin, tous les thèmes qui aujourd'hui sont dans la bouche de tous nos commentateurs, de tous nos observateurs, avec des termes qu'ils n'auraient pas utilisés quand vous avez écrit ce bouquin. Aujourd'hui, ils sont tous un peu souverainistes, il faut tous réindustrialiser, il faut aller rencontrer la France qui souffre, la France qui pleure, la France qui se sent abandonnée, trahie et oubliée. Oui, vous l'aviez-vous dit, et comme d'autres, vous n'êtes pas les seuls évidemment, mais vous l'aviez dit parce que vous étiez allé les voir. Ah, le roi est nu. Tout d'un coup, Gérald Andrieux a trouvé que le roi est nu, et tout le monde dit faudrait peut-être habiller le roi qui commence à être nu. Quel est un de vos souvenirs le plus prégnant de cette démarche? Vous avez parlé de JV tout à l'heure avec Nicole, donc c'est Latex. Est-ce qu'il y a un autre cas, un autre territoire, une usine qui a fermé, des gens qui étaient vraiment dans la détresse, qui étaient désespérés? Alors,
Il y a un autre endroit qui m'a marqué parce que ça m'a permis d'interroger ce qui était la frontière. Et cet endroit, c'est Modane, qui est une commune à la frontière franco-italienne. C'est donc tout au bout de la vallée de la Maurienne. On parlait tout à l'heure de Mont-Gilbert où je me suis arrêté. Mon étape d'après, c'était Modane. Pourquoi je m'intéresse à Modane ? Parce que justement, moi qui avais choisi la frontière à dessein, parce que je considère que c'est un outil et un objet politique passionnant, ça m'a permis de voir que la frontière n'est pas du tout ce que l'on dit dans le débat public. Vous avez les gens qui veulent stopper net l'immigration. Je comprends qu'il faille la réguler, l'immigration, mais ceux qui veulent la stopper net pensent que la frontière devrait être un mur. Et en fait, la frontière... À la hongroise, on va dire, hein, voilà, une frontière fermée. Oui, ou la frontière façon Trump avec le Mexique. Avec le mur. Mais ça n'est pas l'objet de la frontière. Alors là, je pense que vos auditeurs doivent avoir les poils qui se hérissent en m'entendant. Mais je veux dire, de l'autre côté de l'échiquier politique, les no-borders, les gens de la gauche de gauche, eux aussi considèrent que la frontière, déjà aujourd'hui, est un mur. Mais c'est une méconnaissance de ce que c'est la frontière. La frontière, Régis Debray dit dans un livre, Éloge de la frontière, il dit que la traiter de passoire, ça n'est pas se moquer d'elle, c'est lui rendre honneur et c'est la ramener à sa mission première. La frontière, ça permet de filtrer. Et pourquoi je vous parle de Modane sur la frontière franco-italienne, c'est que les gens sur place vous expliquent que depuis que la frontière a disparu, bien ils ont beaucoup moins d'échanges avec leurs voisins italiens. Parce que la frontière a ce truc de merveilleux que ça permet de savoir qui l'on est soi-même et qui est son voisin, qui est son vis-à-vis. La frontière, ça n'est pas un mur, ça permet de se définir. Le problème de notre frontière, c'est pas qu'elle n'est pas un mur, c'est qu'elle n'est pas tenue. C'est quand même la différence. Et je comprends, vos auditeurs doivent se dire, mais que racontent-ils ? Bien sûr. Non, je pense qu'ils comprennent bien la nuance, parce qu'ils sont confrontés eux-mêmes. Sud Radio est très implanté dans cette région-là, et ils voient bien, on a souvent eu d'ailleurs de témoignages d'auditeurs nous disant, on n'a plus les mêmes rapports avec nos voisins du pays d'à côté qu'on en avait autrefois. Encore une fois, Régis Debray dit de la frontière que c'est comme l'épiderme pour un corps humain. C'est vous avez la peau, puis vous avez des pores, et la frontière, son objet, c'est de laisser passer dans un sens ou dans l'autre, et parfois d'arrêter et de stopper dans un sens et dans l'autre. Vous êtes bien d'accord qu'il n'y a pas de diversité sans frontières. Sinon, c'est l'homogénéité, c'est la globalisation, c'est une forme d'uniformisation du monde et de nos civilisations, et que ce sont ces frontières qui peuvent être culturelles, linguistiques, philosophiques, mais dans une cohabitation heureuse, un respect de l'autre. C'est ça la diversité. Et la frontière doit être poreuse par définition. Sinon, c'est un rempart ou c'est une citadelle. Et là, on est dans la cité à piéger. Pour autant, est-ce que aujourd'hui, sans tomber dans la métaphore ou en extrapolant un petit peu, est-ce que quand vous situez la frontière telle qu'elle est aujourd'hui dans la société française, est-ce qu'elle n'est pas entre des gens qui se sentent français ou qui croient être en France, et d'autres qui sont français, qui ne se sentent plus du tout en France ou qui ne reconnaissent pas la France? Bien sûr, on en parlait tout à l'heure, et c'est la fameuse insécurité culturelle. Donc c'est les questions culturelles et identitaires qui fait que les gens se posent la question de je ne reconnais plus totalement le pays dans lequel je vis. Je prends un exemple. Tout à l'heure, on évoquait JV. J'ai rencontré sur place une ancienne, c'est donc JV, là où il y avait cette usine Celatex. J'ai rencontré cette représentante syndicale élue CGT. Et elle a eu cette phrase qui, je trouve, est assez frappante. Elle me dit « Mais je ne reconnais plus le pays dans lequel je suis. Avant, au moins, les choses étaient bien rangées. » Et bien rangées, elle entendait par ça, elle, l'élu syndical CGT, elle disait « Les notables étaient des notables, oui. Les ouvriers étaient des ouvriers. » Elle-même, élue CGT, était capable de me tenir ce discours. Et elle enchaîne derrière, elle me dit « Vous vous rendez compte ?» Et ça nous renvoie à l'actualité. Maintenant, il y a tous ces débats sur les crèches dans les mairies. Elle, élue CGT, elle était choquée qu'on empêche l'installation de crèches dans des établissements publics. Ça n'est pas totalement mon avis, mais encore une fois, je retranscris son propos à elle. Et quand je la rencontre, ce jour-là, il y a une grande fête qui se tient à JV, et on est obligé de claquemurer les rues, de les fermer, parce qu'on a la crainte de l'attentat à coup de voiture bélier. Donc, pour cette personne qui est élue CGT, qui est marquée à gauche, qui a été ouvrière, elle me dit, avant les choses étaient bien rangées, je ne reconnais plus mon pays. C'est quand même important. Il faut savoir entendre ça, sans jugement. Alors, vous expliquez qu'aujourd'hui, cette coupure avec l'enracinement territorial, avec les authenticités territoriales, elle est compensée par la création artificielle de territoires pour donner l'illusion. On identifie un territoire, on invente un label local.
Que ce soit dans le commerce, dans la production, on a besoin, on donne le nom du territoire. C'était Reflet de France chez Carrefour, je crois. Et ainsi, on met des labels qui sont artificiels. Les gens qui les apposent ne savent pas ce que ça signifie, mais c'est censé rassurer le consommateur en lui disant, tu sais, ça vient de pas loin de chez toi, on est dans la proximité. Ben oui. Et puis le circuit court. Le fameux territoire, ce mot qui est complètement idiot, devient un argument marketing. Le marché a ça de merveilleux qu'il est capable de tout récupérer et de nous vendre du territoire du soir au matin. Alors, on vient d'en parler, Reflet de France, voilà, je crois que c'est le groupe Carrefour qui nous vend ça. Ça fait terroir et puis sans le côté corrosif de Charles Maurras, quoi. Hein, c'est pas là. C'est propre, c'est alors, sympa. Alors c'est là, est-ce que c'est maurassien ou est-ce que c'est pas maurassien? Parce que souvent ils vous disent, ah mais toute glorification d'une identité locale et géographique, c'est du maurassisme. Mais non, c'est la réalité du pays. Mais là, moi, ce qui m'amuse, c'est que le territoire et le terroir, on le retrouve partout. Dans la préface, je l'écris, vous avez même un créateur de mode qui s'appelle Jacques Mus, et qui récemment a fait un défilé à Versailles. Accrochez-vous bien, qui s'appelle Paysan, et pour faire vendre, enfin pour communiquer sur son futur défilé, il fait poser des mannequins, alors on imagine, hein, hommes et femmes, avec des fichus sur la tête, une botte de carottes à la main, et parfois un utilitaire Citroën derrière eux, pour faire vraiment paysan. Une belle caricature. On est dans la caricature la plus totale. Et le territoire partout, moi ce qui me pose problème, c'est que les territoriens, s'il fallait les appeler comme ça, eux ils sont nulle part. C'est-à-dire le territoire, c'est un super label, vous avez des tas de films qui racontent la campagne, et qui ont même monté les marches du Festival de Cannes, qui ont été récompensées au César, mais les habitants et leurs problématiques, on ne les voit pas. Avant, on les appelait les invisibles. Moi, je considère que désormais, ils sont visibles, mais ils sont inaudibles, parce que les responsables politiques ne les écoutent toujours pas. Est-ce qu'il existe encore un prolétariat, Gérald Andrieux, ou est-ce qu'il y a une classe moyenne à différents échelons? Oui. Moi, je considère en fait qu'il y a des classes, que les classes existent, mais que le problème, c'est la conscience de classe. Quand vous travaillez dans une grande usine qui compte 100, 150, 200, 500 personnes, je veux dire, là, votre conscience de classe, elle est immédiate. Chaque matin, vous embauchez avec votre camarade de chaîne. Il y a une hiérarchie. Et il y a une hiérarchie, et les classes, elles sont marquées, et vous les voyez. Le problème de notre monde où tout est atomisé, c'est que vous ne croisez jamais votre semblable, et vous ne savez pas que vous appartenez à la même classe que lui. Et d'ailleurs, vous ne savez pas que potentiellement vous avez les mêmes intérêts que lui, et qu'à deux, vous êtes plus fort pour les défendre. C'est ça, comment dire, le drame de l'époque moderne. Ça se traduit par des situations électorales très précises. Alors, soit, comme vous l'avez dit, un désespoir, je n'y crois plus, donc abstention. Et si je m'exprime pour la colère et pour témoigner de ma souffrance. Tout à fait. Mais pour essayer comment dire, d'illustrer mon propos, j'ai dormi en Alsace chez un jeune homme qui était rechappeur de pneus. Je ne savais pas qu'en France, il y avait encore des rechappeurs de pneus. Il était itinérant. Il allait sur tout le Grand Est, de garage en garage, rechapper des pneus. À Fessenheim ou à Ungersheim? À Ungersheim. Et ce jeune homme passait sa journée dans sa camionnette, allait de garage en garage, et pour améliorer l'ordinaire, quand il passait devant un supermarché, il rentrait, et grâce à une entreprise, je ne sais plus laquelle, et une appli sur son téléphone, il allait relever des codes barres sur les produits pour être sûr que les produits étaient bien en rayon, bien disposés, etc. Et il touchait quelques centimes d'euros là-dessus. Je veux dire, ces journées, il les passait seul, au volant de sa camionnette, et aller de garage en garage et de supermarché en supermarché. Comment voulez-vous qu'il crée du lien? Je veux dire, lui, il est de la classe ouvrière en fait, c'est un manuel, mais il n'est jamais avec un autre ouvrier que lui-même. Et ça, c'est un drame, parce qu'en fait, des classes, il en existe, mais la conscience de classe, elle a été diluée dans le grand tout de ce monde fluide où chacun est auto-entrepreneur et chacun vit dans sa maison d'une cité dortoir. Il faut pouvoir se rencontrer pour avoir conscience qu'on appartient à un ensemble plus grand que soi. Nous sommes avec Gérald Andrieux, Le peuple de la frontière, en édition de poche politique Lexio, 8 €. Un ouvrage qu'il faut absolument lire parce qu'on comprend tout de suite, sur des témoignages de vécu sur place à la rencontre des femmes et des hommes qui composent la France, où en est aujourd'hui notre détresse nationale. Et quelque part, il y a aussi, on va en parler dans quelques instants, le dernier espoir que ça peut susciter si on prend conscience de ces enjeux. À tout de suite. Sud Radio, midi 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états.
Il est 13h47, vous êtes sur Sud Radio avec Perry Coligas, on est dans le face-à-face, c'est pas un face-à-face, c'est plus qu'un compromis, c'est une rencontre avec Gérald Andrieux qui a écrit Le peuple de la frontière pour l'avoir, j'allais dire traverser ce peuple de la frontière, visiter, rencontrer des femmes et des hommes. C'était il y a 8 ans, aujourd'hui dans sa préface, il fait le point sur cette expérience exceptionnelle et il constate un peu, hélas, que tout ce qu'il avait prédit ou pressenti est en train de se produire, mais quand même avec des lueurs d'espoir. Vous vous souvenez, Gérald Andrieux, notre grand Philippe Soler, grand intellectuel qui allait souvent à la closerie de Lila, avait parlé de la France moisie. Ensuite, en 2005, quand les Français s'étaient exprimés à 54,8% contre le projet de traité constitutionnel, on avait parlé de France. Vous allez voir la France. Alors, des territoires, c'est l'expression consacrée. Moisie, rance, elle se porte très bien, finalement. Et le problème, c'est qu'elle est peut-être très, très, très majoritaire aujourd'hui. Alors je le disais, quand on parle de la France périphérique que je suis allé voir, souvent on pense que c'est une marge. En fait, pour moi, c'est la France parce que c'est 90% des communes, 60% de la population. Est-ce qu'on peut utiliser ce terme réactionnaire de pays réel qui est aujourd'hui confisqué, mais c'est bien la réalité d'un pays dans la situation où il se trouve. On va dire qu'il y a aussi la réalité des métropoles, mais pour en revenir à cette expression, ces expressions de France et de France moisie, je vais parler de mon cas personnel. Quand vous faites 2000 km à pied, en automne et en hiver, vous tapez la pluie, vous tapez la neige. Parfois la neige jusqu'aux genoux. Eh bien moi, la France, je ne l'ai pas croisée. J'ai rencontré la France solidaire. Parce qu'il ne s'est pas passé une seule journée sans qu'une voiture ne s'arrête pas à ma hauteur pour me proposer de monter à bord. Ce que j'ai systématiquement refusé, parce que quand même l'objet de mon livre, c'était de parcourir vraiment à pied, de Dunkerque à Menton, toute cette frontière terrestre de la France. Vous voulez que la troisième formule de la République, fraternité, vous l'avez rencontrée? Mais évidemment. Cette France qu'on nous décrit comme France, elle est extrêmement solidaire. Et d'ailleurs, elle tient aussi pour ça. Parfois, on me demande, mais pourquoi la colère ne s'exprime pas à nouveau? Parce qu'il y a des mécanismes qui font que ça se tient, qu'on bricole entre nous. Pourquoi ça n'explose pas sur le plan économique et social? C'est souvent qu'il y a de la solidarité intrafamiliale, que les aînés vont donner un chèque, un billet pour aider ceux d'en dessous quand ils ont un pépin, quand la voiture a cassé, ou quand il y a une naissance qui arrive et qu'il faut acheter un lit à barreaux. C'est aussi bête que ça. Ces mécanismes de solidarité, je les ai expérimentés. J'ai dormi chez l'habitant plusieurs soirs par semaine lors de mon périple pendant 5 mois. J'étais invité à manger continuellement. Quand je repartais avec mon sac à dos de 15 kilos, on me rajoutait 1 kilo de spécialité locale dans mon sac à dos. Je l'ai expérimenté. Les portes s'ouvraient tout de suite ou bon? Ça dépend. Alors là, c'est intéressant parce qu'en fait... Vous qui êtes de Nice, vous qui êtes méridional, est-ce que les portes de Dunkerque, les portes de Thionville, les portes de Strasbourg, de Lyon, de Grenoble s'ouvraient de la même façon? Alors, où il y a quand même des phénomènes culturels locaux qui fait que les tempéraments sont un peu variés? Alors, au risque de choquer, oui, là, pour le coup, je dirais qu'il y a plusieurs France et plusieurs attitudes. Et je ne surprendrai personne en disant que dans le Nord, vous êtes invité à l'apéro à n'importe quelle heure de la journée, assez rapidement. On vous tutoie et on vous dit, mais qu'est-ce que vous faites avec votre sac à dos et vos chaussures de randonnée? Vous êtes trompé de direction. Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est pas du tout par là, monsieur. Voilà, bien sûr. Mais pourquoi vous faites ça? C'est un record. Allez, venez boire un coup. Ça va immédiatement. Il y a des régions que je ne nommerai pas qui sont un peu plus compliquées pour le marcheur. Un peu plus hermétiques, peut-être? Un peu plus hermétiques. Mais ça s'explique sur le plan historique et culturel. Ils ont été envahis très souvent. L'Est de la France est un peu plus dur pour le marcheur, mais j'y ai fait des rencontres extraordinaires. Et encore une fois, je veux dire, j'avais un sac à dos. Je suis un homme barbu et la barbe hirsute. Je ressemblais parfois à un routard du crime. Je veux dire, et pourtant les gens s'arrêtaient et m'ont ouvert leurs portes régulièrement. Et je dois beaucoup aux gens que j'ai rencontrés parce qu'ils m'ont souvent aidé et puis ils m'ont aussi confié leur intimité. Quand vous êtes quelqu'un de passage, pourquoi certains des témoignages de mon livre sont forts? C'est pas une façon de me pousser du col de le dire, mais pourquoi les gens se sont livrés aussi facilement? Parce que quand un mec fait des milliers de kilomètres à pied pour venir vous rencontrer, vous vous dites, bon bah celui-là, peut-être que c'est pas un journaliste bas du front qui va juger chacune des phrases que je vais dire. Et puis en plus, il y avait une vertu, c'est que je ne faisais que passer chez eux. Et donc, quelque part, ils pouvaient se livrer, puisque en général, quand l'endroit me plaisait, je pouvais rester 2, 3, 5 jours. Mais au bout d'un moment, je repartais, et les gens se disaient, bon, ben, il ne me jugera pas, je ne le recroiserai pas. Qu'est-ce que vous suggérez au prochain candidat, l'individu, la citoyenne et le citoyen qui emportera l'élection présidentielle de 2027? Vous allez lui dire, n'allez pas faire la soirée de victoire au Fouquet's, ne faites pas la cérémonie dans les couloirs du Louvre, dans les allées du Louvre avec la 9e symphonie.
prenez un baluchon, pendant 48 heures avant de vous investir de votre fonction de président de la République ou de président de la République, allez dans la France périphérique, allez voir une ville, allez voir... Il y a plein de choses, il y a plein d'enseignements. Mais d'ailleurs, est-ce que vous ne trouviez pas normal qu'on fasse un programme pour nos élus, nos ministres, un stage 5 jours, on prend le livre de Gérald Andrieux. Vous prenez le livre de Gérald Andrieux. Vous avez à la fin, vous avez l'inventaire des communes par où il est passé. Ça va de Steenvoort, Fourmies, Givet. Ça finit par Montgilbert, Modane, Toué sur l'Escarène et Breil-sur-Roi. Vous y allez, vous allez rencontrer les gens qu'il a rencontrés. Vous les écoutez. Ça met déjà ce quinquennat un petit peu du plomb dans la tête et les points sur les i. Moi, je veux bien accompagner les candidats. Ça me pose aucun problème. On peut refaire un petit tour de France avec eux. Figurez-vous que quand le livre est sorti la première fois en 2017, j'ai été invité à la caissure de l'Assemblée par les députés macronistes. Oui. Pour leur expliquer le pays qui n'avait pas voté pour eux. J'ai trouvé ça assez rafraîchissant et en même temps d'une naïveté confondante. Mais j'ai trouvé que la démarche était intéressante. Bon, il faut croire que depuis 2017, ils n'ont toujours pas totalement saisi le pays qui n'avait pas voté. Certains si. Vous avez vu que vous avez beaucoup de mal à trouver des électeurs de Macron. Moi, je fais des sondages de temps en temps. Personne n'a voté Macron. On se regarde, tu n'as pas voté Macron. Mais moi, non, j'ai pas voté Macron non plus. Donc c'est terrible. Et, par contre, les gens qui sont dans votre livre, eux, ils continuent à dire quoi d'ailleurs aujourd'hui quand vous les revoyez? À dire quoi? Quand ils vous disent c'est pire qu'il y a 8 ans. Ils oscillent, et ça ne surprendra personne, entre colère, et cette colère peut s'exprimer à travers plusieurs votes, le vote RN en est un, mais aussi le fait d'avoir lâché totalement l'affaire, et on le comprend aisément. Je veux dire, quand on voit la qualité du débat public, la qualité des discours tenus par les responsables politiques et les commentateurs médiatiques, on comprend que les gens aient lâché l'affaire totalement. Si on revient à votre question sur quel conseil je donnerais aux candidats, oui, je vais m'autoriser un conseil, c'est d'arrêter de parler à des clientèles, arrêter de parler à des communautés, arrêter de parler à des clusters et à des publics captifs. Il faut tenir un discours à l'ensemble des Français. C'est aussi bête que ça, en fait. Alors, Gérald Andrieux, il faut prévoir un tome 2. Donc, on va faire Calais-Hendaye. Si vous voulez bien, on rencontrera des marins pêcheurs, des artisans. On goûtera quelques huîtres, je vous le promets. Alors volontiers. Et voilà, vous verrez des Picards, des Normands, du bocage, des paysages, toute la Bretagne, et ensuite la Vendée. Vous verrez, c'est une autre forme de territoire. Alors c'est la France occidentale, plutôt chrétienne, plutôt apaisée, et puis vous comparez avec la France orientale, celle qui est une souffrance, et le tout fait la France. Alors c'est le peuple de la frontière. Finalement, le peuple de la frontière, c'est tout ce qui est au milieu de la France. Alors, le peuple de la frontière est édité en collection de poche politique, le X10, c'est ça. La version originale, c'est les éditions de Lucer. Je pense qu'on peut encore trouver la version originale. Oui, bien sûr. Et Gérald Andrieux, vous êtes un témoin. On vous rappellera à cette antenne, parce que je pense que sur l'évolution de notre vie politique et les perspectives que nous avons, pas toujours assurantes, le fait d'avoir lu ce livre et l'expérience que vous en avez tirée vous autorise à vous exprimer. Vous n'avez pas de velléité politique, je pense, pour l'instant. Non, aucunement. Mais vous êtes prêt à participer au débat national, ça oui, ça c'est clair. Oui, c'est l'essence même de mon métier, quand il est, je crois, bien fait. Vous restez quand même s'il y a beaucoup d'épreuves difficiles à franchir, vous restez optimiste sur l'avenir de ce peuple de la frontière? Oui, je crois que ce pays a de la ressource, a des ressorts. Et puis, je dois le dire, les Français que j'ai rencontrés, encore une fois, c'est pas la France, c'est la France moisie. C'est une France qui est très combative, très énergique, qui est une sorte de poésie du quotidien. Il suffit pour ça d'aller dans un café et d'échanger avec les gens. Vous avez des histoires dures, mais vous vous marrez aussi. Il y a un enthousiasme. Puis, il y a de la solidarité dans ces endroits-là. C'est sans doute la raison pour laquelle ce pays, malgré tout, tient encore debout et qui a encore des énergies et des ferveurs qui sont là pour, j'allais dire, sauver la patrie, parce qu'on en est là. Il faut sauver la patrie. Merci Gérald Andrieux d'être venu sur Sud Radio pour nous témoigner de ce merveilleux voyage, merveilleux, parce que vous avez traversé des paysages uniques et vous avez surtout rencontré des gens, des femmes et des hommes qui vous ont clamé leur ferveur et leur clameur pour leur amour de la France. Merci.